Messieurs, votre médecin vous a parlé de tests ou de traitements de médecine nucléaire pour la prise en charge de votre cancer de la prostate? Dans un tel cas, vous gagnez à vous informer pour bien comprendre la situation. Regardons-y de plus près. La médecine nucléaire, née à la fin du 19e siècle, était à l'origine orientée vers les tests diagnostiques dont certains, comme la scintigraphie osseuse, sont encore massivement utilisés aujourd'hui. Elle évolue de plus en plus vers un domaine appelé médecine de précision qui englobe la thérapie ciblée. C'est une spécialité médicale où l'on a recours à des substances radioactives pour diagnostiquer et traiter des maladies. Les tests d'imagerie nucléaire fournissent des renseignements précieux sur les cancers métastatiques et aident les médecins à choisir les traitements appropriés à chaque cas. Ces tests permettent de repérer avec précision les métastases dans le corps du patient en lui injectant des substances radioactives appelées radiotraceurs. Une fois dans l'organisme, le radiotraceur s'attache à une protéine présente principalement dans les cellules cancéreuses de la prostate, le PSMA. Quand la tête du radiotraceur se colle aux métastases, elle émet des particules de lumière. Celles-ci sont ensuite détectées grâce à un test d'imagerie nucléaire, la TEP-PSMA, qui génère des images de tout le corps du patient. Avec ce portrait, le spécialiste est en mesure d'administrer un médicament capable de modifier le radiotraceur. La tête reste attachée aux cellules cancéreuses, mais on remplace la partie traceur par une molécule radioactive très puissante. Cette injection a un effet minimal sur vos cellules saines, mais elle est toxique pour la tumeur. Quand le médicament se lie au PSMA des cellules cancéreuses, il livre donc le traitement radioactif directement sur les cellules à traiter. Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, le traitement ciblé est répété plusieurs fois. Tout excédent du médicament radioactif administré est naturellement éliminé par le corps après quelque temps. Ce type de thérapie est parfois la meilleure option pour traiter un cancer de la prostate métastatique qui ne répond plus à d'autres traitements. Quoique les traitements de médecine nucléaire ne conduisent généralement pas à une guérison, ils peuvent réduire les symptômes liés à la maladie, ainsi que réduire et stabiliser les tumeurs cancéreuses. En contrôlant le cancer, la thérapie peut améliorer ou maintenir votre qualité de vie tout en prolongeant votre espérance de vie. Les percées de la recherche en médecine nucléaire offrent aux équipes soignantes de toutes nouvelles possibilités. Et à mesure que ces traitements innovateurs deviennent accessibles, vos médecins disposent d'encore plus de solutions pour vous aider à mieux vivre avec le cancer. Vous avez des inquiétudes ou des questions? Nous sommes là pour vous. Procure remercie les spécialistes, infirmières et patients pour leur aide dans la réalisation de cette capsule. Bonjour et bienvenue à Procure en parle. Je suis Kim Sullivan, votre animatrice, et avant de plonger dans le contenu d'aujourd'hui, je tiens à prendre un moment pour remercier nos généreux donateurs et collaborateurs d'avoir rendu ce webinaire possible. Les sujets abordés dans ces webinaires sont basés sur les questions et préoccupations soulevées par les patients qui contactent notre ligne de soutien. Veuillez noter que vous pouvez toujours vous abonner à notre chaîne YouTube pour rester informé sur nos prochaines diffusions. Aujourd'hui, je suis ravie de présenter le Dr Marc-André Morin, spécialiste en médecine nucléaire au CHUM. Dr Morin, bienvenue et merci d'être parmi nous. Un plaisir. On va sauter dans le sujet directement. J'aimerais que vous me disiez c'est quoi un traitement radiopharmaceutique? Comment ça fonctionne spécifiquement pour le cancer de la prostate? Certainement. Un radiopharmaceutique, en fait, c'est un médicament qui contient une substance radioactive qui peut être utilisée pour soit imager ou bien traiter une condition, une maladie ou un cancer, justement. Le principe est bien simple, ça s'appelle les théranostiques. Ça, c'est un néologisme qui inclut les mots thérapie et diagnostic. On va utiliser des ligands de cible bien précises qu'on va marquer avec des substances radioactives différentes, soit pour imager le cancer ou bien pour le traiter. On injecte la substance dans les veines du patient, elle va circuler dans le corps jusqu'à temps qu'elle trouve les cellules cancéreuses,
pour émettre sa radiation uniquement à cet endroit-là et en limitant l'exposition des tissus sains avoisinants. Vous utilisez le mot « on », mais j'aimerais savoir qui peut l'administrer, ce traitement. Donc, les traitements de radiopharmaceutique sont administrés par des médecins spécialistes en médecine nucléaire, comme moi-même, spécialisés en thérapie. Et quels sont les principaux avantages du traitement radiopharmaceutique par rapport à d'autres traitements? Bien, au dire de mes patients, puis aussi au dire des études multicentriques qui ont été effectuées un peu partout dans le monde, le profil d'effets secondaires est beaucoup plus intéressant avec les traitements en médecine nucléaire. Également, avec les théranostiques, donc les thérapies en médecine nucléaire, c'est possible de voir ce que l'on veut traiter et de traiter ce que l'on voit. Donc, c'est vraiment possible de s'assurer que le médicament va à la bonne place et de voir qu'il va à la place en quantité adéquate et qu'il fait effet. C'est possible de voir tout ça en temps réel. J'ai lu dans Le Devoir il y a quelques mois que malheureusement, c'est un traitement qui n'est pas accessible à tout le monde. Il y a des inégalités quand ça vient à l'accessibilité. Est-ce qu'on peut parler en gros des enjeux de la radiopharmaceutique? Certainement. Écoutez, les traitements de radioligands à base de lutetium, PSMA, c'est une technologie qui est quand même relativement nouvelle. Quand on pense à l'approbation de Santé Canada, c'est septembre 2022. Donc, jusqu'à tout récemment, là, ces traitements-là en médecine nucléaire étaient limités à des projets de recherche qui s'effectuaient la plupart du temps dans des centres tertiaires, quaternaires, des centres universitaires. Donc, l'expertise a été développée par les équipes en centre universitaire, que ce soit les médecins spécialistes en médecine nucléaire ou les technologues qui reçoivent les patients. Les installations sont là. C'est peut-être pas tous les centres à travers le pays, à travers la province, qui sont formés pour donner ce type de traitement-là. En plus de ça, en plus de l'expertise, il y a la technologie de TEP-scan. Pour qu'un patient soit éligible à des traitements à base de radioligands, il va devoir passer un TEP-scan au PSMA pour montrer qu'il y a les récepteurs qui est éligible pour un tel traitement. Ce n'est pas tous les hôpitaux qui ont des TEP-scans, donc c'est possible que le patient doive se déplacer pour faire l'examen avant de revenir dans son centre pour recevoir les traitements. Donc, c'est sûr que c'est différent. Au Québec, il y a quelques dizaines de TEP-scans à travers la province, donc c'est possible d'en trouver dans des centres plus communautaires, des centres un peu plus en région, mais dans d'autres provinces, des fois, il peut y en avoir un seul TEP-scan pour l'ensemble de la province. Donc, on peut voir que ça peut limiter l'accès pour plusieurs patients. Mais juste le temps d'attente doit être incroyable. Effectivement, et malheureusement, on n'a pas le luxe d'attendre en cancer de la prostate puisque trop souvent, c'est un cancer qui évolue beaucoup trop rapidement. Puis quelles sont les barrières aussi, peut-être côté coût, côté quand ça vient aux patients? Bien, c'est sûr que là, côté coût en ce moment, la molécule, bien qu'elle ait été acceptée par Santé Canada, est toujours en négociation pour l'attente d'approbation par le remboursement provincial. Donc, les négociations sont toujours en cours, donc c'est sûr que ça limite l'accès pour l'instant. Et vous dites aussi que c'est un traitement qui est nouveau, que c'est quelque chose qui a été approuvé si récemment, mais qu'aussi on a besoin de des technologues spécialisés. J'assume qu'il y a aussi un retard dans peut-être la formation de gens qui peuvent travailler dans le domaine. Oui, certainement, puis on essaie de mettre l'épaule à la roue. Nous autres, au CHUM, on offre un préceptorat pour former les différentes équipes de médecine nucléaire. Ça s'adresse aux médecins spécialistes en médecine nucléaire, également aux équipes de technologues en place un peu partout au pays, qui peuvent venir au CHUM, voir ce qu'on fait, voir comment sélectionner les patients, comment administrer les doses et comment suivre nos patients. Donc, on espère que le but, ce serait d'harmoniser la pratique partout au travers du pays, mais également de décentraliser. On ne veut pas que les traitements se fassent seulement en centre universitaire. On veut aller vers les patients pour donner les traitements dans le plus grand nombre d'hôpitaux possible. Donc, vous pensez que dans un futur, il va y avoir une chance d'améliorer l'accessibilité à ce traitement? Je le souhaite. C'est ce qu'on travaille fort pour ça. Donc, de la fabrication à la réception, c'est compliqué? Certainement. Écoutez, on utilise des substances radioactives. Donc, pour prendre par exemple le lutetium PSMA, seulement le lutetium, là, il doit être produit avec un réacteur nucléaire. On s'entend qu'un réacteur nucléaire, ça ne court pas les rues, encore moins pour faire de la production de radioisotopes. Donc, une fois qu'on a notre particule radioactive, après ça, il faut l'envoyer en laboratoire pour pouvoir faire une substance radioactive qui respecte toutes les normes. Vous savez, en médecine nucléaire et tout ce qui est produit radioactif, là, on doit suivre les recommandations et les règles de la Commission de sûreté nucléaire canadienne, donc qui sont très sévères à toutes les étapes de la production. Donc, une fois que le produit va être fait, pour vous donner un exemple, là, le lutécium, qui fait partie de la forme commerciale du lutécium PSMA, est produit sur la côte Est dans un réacteur. Ensuite, ils doivent le synthétiser. Une fois qu'il est synthétisé, on a 5 jours pour l'administrer au patient. Donc là, il faut avoir un système de transport sans faille parce qu'on ne peut pas accepter que la dose va être prise aux douanes. On ne peut pas accepter qu'il y a une panne ou que l'avion ne se rende pas. Donc,
Suite à ça, il faut calibrer la dose en fonction du vol, en fonction de la date d'injection et de l'heure d'injection pour le patient. Donc, tout ça, c'est des considérations énormes. Il y a beaucoup de place dans la ligne de production et dans la livraison de colis où que ça peut bloquer, vous comprenez? Et ensuite, il y a la réception de colis aussi. Il faut avoir une équipe qui est habituée de faire de la thérapie, qui sont capables de venir réceptionner le produit, l'entreposer, qui l'ont sur leur permis d'hôpital pour pouvoir l'administrer de façon sécuritaire aux patients. Donc, vous dites calibrer, ça veut dire que pour un patient à Montréal comme un patient à Ottawa, ça risque d'être calibré différemment parce que le temps de route est différent. Effectivement, wow. Puisque les substances radioactives n'ont pas une durée de vie illimitée. Hein? Ils ont une demi-vie. Par exemple, le lutécium, lui, c'est moins d'une semaine qu'il va perdre la moitié de sa radioactivité, qui va faire la moitié de ses décroissances. Donc, il faut vraiment regarder ça en compte pour quand on va faire les livraisons. Et vous avez dit panne côté transport, mais qu'est-ce qui arrive s'il y a panne au laboratoire? Ils doivent avoir, justement, c'est pour ça que ça nécessite plusieurs laboratoires pour avoir un plan B. Si jamais un est fautif, il va falloir passer à l'autre. Donc, beaucoup d'installations et oui, beaucoup de sources potentielles là, de bris dans la chaîne. Donc, c'est pas un traitement facile à Non, administrer. effectivement. Beaucoup d'enjeux, mais on a des résultats. Est-ce qu'on peut parler un peu de les résultats cliniques qui sont observés par rapport à ces traitements-là puis leur efficacité? Certainement. Les résultats, en fait, c'est les études qui ont mené à l'approbation de la molécule auprès de Santé Canada. L'étude Vision, qui a été publiée en 2021, a démontré que pour un patient, il va y avoir une survie prolongée, donc survie globale, overall survival, de plus de 4 mois par rapport au traitement standard. On retarde également le développement de la maladie, ce qu'on appelle la survie sans progression. On a plus de 5 mois également qui a été prouvé avec cette étude-là. Et c'était des patients très malades. Là. Même si on voit que les résultats peuvent sembler maigres, on doit se rappeler que c'était des patients en fin de course qui avaient épuisé toutes les lignes de traitement, toutes les hormonothérapies et chimiothérapies disponibles avant de se rendre en médecine nucléaire. Donc, c'est très encourageant. On est plusieurs à croire que si on implante le traitement plus tôt dans l'algorithme de traitement, on pourrait avoir des bénéfices encore plus spectaculaires, encore plus importants. Près de plus de 80% des patients avaient une réponse favorable au lutécium PSMA. Donc, qu'est-ce que je veux dire par réponse favorable? Ça, c'est très important à souligner. C'est soit une stabilité de la maladie ou une amélioration de la maladie. OK? Certaines personnes vont chercher une réponse complète de la maladie, mais ce n'est pas le but de la thérapie à base de radioligands. Ça va être vraiment de rendre le cancer en dormance le plus longtemps possible pour donner de la qualité de vie aux patients. Les cas de réponse complète sont très rares et à moins de 10% au cours des dernières études qui ont été faites. Vous avez parlé de qualité de vie. Est-ce qu'on peut parler des effets secondaires? Parce que je suis sûre que ça a un impact sur la qualité de vie. Donc, quels sont les effets secondaires potentiels des traitements radiopharmaceutiques et comment on peut les gérer? Oui, certainement. Bon, les effets secondaires, premièrement, si on compare à la chimiothérapie, sont beaucoup moindres. OK? C'est beaucoup moins sévère. Donc, c'est une technologie qui est très appréciée des patients. Premièrement, l'effet secondaire principal, c'est la fatigue. Un patient sur 2 va présenter une augmentation de sa fatigue dans les semaines suivant le traitement. Par contre, après 4 à 6 semaines, puis avec les cycles subséquents, il devrait y avoir une amélioration de l'énergie chez le patient. Donc, la fatigue devient un problème secondaire. L'autre problème, il va y avoir des récepteurs de PSMA au niveau des glandes salivaires, au niveau des joues et sous le menton. Donc, il pourrait y avoir de la sécheresse buccale, okay, ou un changement au niveau du goût. Mais plusieurs patients ont déjà eu les lignes de chimiothérapie avant qui, malheureusement, peuvent créer ce type d'effet secondaire-là. Donc, ce n'est pas nouveau. Puis, il n'y a aucun effet secondaire de haut grade par rapport à la sécheresse buccale. Ensuite, il faut suivre les prises de sang parce qu'il y a une quantité de la radiation qui va aller au niveau de la moelle osseuse. La moelle osseuse est responsable de la formation des globules rouges, des globules blancs et des plaquettes. Donc, c'est possible qu'on voit une baisse de ces lignées cellulaires-là et c'est la raison pour laquelle on va suivre les prises de sang. Parce que c'est possible qu'on diminue la dose ou qu'on ralentisse les traitements si jamais c'est le cas. Et j'assume, parce qu'on injecte un produit radioactif chez la personne, que cette personne devient radioactive. La patiente, la personne, pardonnez-moi, devient radioactive. Elle va émettre de la radiation alentour d'elle. Donc, c'est important de respecter des mesures de radioprotection pour protéger le public et les personnes, les proches du patient. Donc, ce ne sont pas très compliquées les mesures de radioprotection. C'est encore une fois régi par la Commission de sûreté nucléaire canadienne. OK? C'est un peu comme les mesures qu'on faisait en COVID. On va garder le 2 mètres pendant quelques jours. On va dormir seul quelques jours également. Et quand on va aller à la salle de bain, on essaie d'utiliser sa propre salle de bain, tirer la chasse 2 fois puisque la radioactivité sort dans les urines. Finalement, il va falloir, pendant quelques jours, éviter les relations sexuelles. Donc, comme vous avez dit, aussi simple
pas trop encombrant comme la COVID. Non, puis on est là pour rappeler à nos patients les mesures à chaque traitement. Bon, bien, vous êtes aussi là pour donner des conseils et j'aimerais qu'on sorte dans cette catégorie-là, conseils pour les patients. Comment un patient candidat à ce traitement peut-il avoir accès au traitement? Oui, en fait, là, j'encourage les patients à parler à leur oncologue de ce traitement-là. C'est pas tous les traitements. Ça ne veut pas dire que si vous avez une consultation en médecine nucléaire, que vous allez être éligible pour un type de traitement. Donc, le nucléiste va évaluer votre dossier, va regarder les imageries, les prises de sang, les traitements antérieurs que vous avez eus pour décider si vous êtes un candidat éligible pour les traitements. Mais encore une fois, faut-il parler du traitement, savoir que ça existe, en parler à l'oncologue et ensuite avoir une référence en médecine nucléaire. Puis est-ce qu'il y a des conseils à donner une fois qu'on se fait proposer ce traitement-là? Des conseils à donner, pour vrai, encore une fois, mis à part les quelques effets secondaires que j'ai mentionnés et les mesures de radioprotection, c'est-à-dire l'isolement un peu comme la COVID, c'est assez simple. C'est pas mal ça qu'on doit observer en tant que patient. Et je sais que quand ça vient au cancer de la prostate, des fois, on dit avant certains traitements, peut-être faire plus d'exercice, pour que ta qualité de vie soit un peu au niveau avant de rentrer dans les traitements. Est-ce que c'est la même chose pour le préparatif avant traitement? Oui, avant traitement, nous, il n'y a pas grand-chose, je dirais, en médecine nucléaire, là. Et pour ce qui est de l'activité physique et tout, c'est vraiment selon la tolérance du patient. Ouais. Mais le médicament, mis à part la radioprotection et l'isolement, n'empêche pas le patient de faire toutes les activités qu'il préférait faire avant les traitements. Puis est-ce que ce traitement-là pourrait éventuellement être envisagé plus tôt dans le parcours du patient? On est plusieurs spécialistes à croire que oui, effectivement. Quand on a une nouvelle molécule, on doit s'attaquer aux dernières lignes de traitement. Ce qui a été fait avec Vision, avec Thérapie, on sait que le produit est efficace versus le traitement standard, versus la deuxième ligne de chimiothérapie. Là, ça va être de voir à quel point dans l'algorithme de traitement, on peut l'amener plus tôt. On regarde les chiffres, encore une fois, la survie sans progression. Les résultats semblent peut-être maigres un peu, mais probablement qu'ils vont être meilleurs lorsqu'on va augmenter dans l'algorithme et qu'on va le donner plus tôt. Il y a même certains médecins dans le monde qui se penchent sur la possibilité de donner le traitement déjà en néoadjuvant ou en adjuvant, c'est-à-dire avant même que le patient soit opéré pour son cancer de la prostate ou tout juste après le traitement de la prostate, la chirurgie. Donc, il y aurait peut-être des petites particules microscopiques qui pourraient être éradiquées avec les traitements de RLT. Puis j'assume que c'est la recherche qui va nous permettre de trouver ces résultats-là. En ce moment, on est à prouver en fin de vie parce que c'était la recherche qui... Effectivement, et les études sont en cours. On y participe au CHUM, puis on attend les résultats avec impatience. Donc, j'assume que c'est ces développements-là que vous espérez dans le futur de ce traitement-là. 100%. C'est excitant. Vraiment, vraiment. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter par rapport au traitement radiopharmaceutique que peut-être on vous pose souvent la question? Oui, en fait, j'aimerais rappeler aux patients que les traitements à base de lutetium, PSMA, c'est un traitement pour venir stopper la maladie, la ralentir. On ne veut pas l'éradiquer au complet, c'est pas possible quand on est rendu au traitement. Pour l'instant, ce n'est pas le but du traitement. Le but est d'améliorer la qualité de vie et de le mettre en dormance, le cancer, le plus longtemps possible. Donc, quand on voit des réponses complètes, elles ne sont pas impossible, ça a été décrit, mais on parle de 7 à 9 % selon les études, donc c'est une très grande minorité des patients qui vont avoir une réponse complète. Donc c'est un prolongement de vie, une qualité de vie meilleure, peut-être moins de douleur dans... Effectivement, on utilise le terme dans nos traitements palliatifs, et là les patients n'aiment pas ça. Quand on pense soins palliatifs, on pense fin de vie immédiate, là, mais en fait, nous, c'est plus pour dire on ne se débarrasse pas du cancer, on veut le stopper le plus longtemps possible pour apprendre à vivre avec lui. Un espoir. Exactement. Merci beaucoup. C'est un plaisir. Et pour vous, merci de vous être joints à nous. Nous espérons que ce webinaire a été instructif et utile. Pour toute question ou préoccupation, veuillez contacter notre ligne de soutien qui est gratuite, confidentielle et disponible 7 jours sur 7. L'équipe dévouée d'infirmières de Procure est là pour vous aider et répondre à vos questions. Et vous pouvez également visiter notre site web. Encore une fois, merci. Plaisir. Nous remercions chaleureusement nos partenaires et collaborateurs pour avoir rendu ce webinaire possible. Pour accéder en tout temps à des outils et ressources au sujet du cancer de la prostate ou pour faire un don, rendez-vous sur procure.ca. Merci pour votre soutien.